Afshin Rattanzi depuis le palais présidentiel à Damas. Bienvenue sur RT en exclusivité mondiale. Je suis avec le président syrien Bachar el-Assad. Monsieur le Président, merci de nous accorder cette interview. Je voudrais commencer par vous demander pourquoi vous accordez une interview alors que vous ne l'avez pas fait depuis 1 an et demi. Vous êtes plus que bienvenue en Syrie. Ce qu'il se passe dans le monde en général, dans la région et en Syrie, après l'invasion turque, a remis la Syrie sur le devant de la scène. C'est la première raison. La seconde est que je pense que l'opinion publique, en particulier en Occident, a changé ces dernières années. Les gens savent que leurs responsables leur ont tellement menti au sujet de ce qui se passe dans la région, au Moyen-Orient, en Syrie, en Yémen. Ils savent qu'il y a un mensonge, mais ils ne savent pas la vérité. Donc je pense qu'il est temps de parler de la vérité. Troisièmement, j'ai donné beaucoup d'interviews à des médias occidentaux et ils ne cherchent pas à savoir, ils cherchent le scoop. Ils ne cherchent pas à être objectifs, à informer leurs audiences quant à ce qu'il se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai arrêté de donner des interviews pendant des années. D'accord. En venant de l'aéroport de Damas, nous avons vu des travaux de reconstruction. Combien de civils, combien de militaires ont été tués, blessés ou déplacés depuis 2011 ? La stabilité que vous avez pu constater ces dernières 24 heures à Damas depuis votre arrivée est le résultat du sacrifice de plus de 100 000 soldats syriens qui sont tombés en martyrs ou ont été blessés. Ce à quoi il faut ajouter les milliers ou les dizaines de milliers de civils innocents qui ont été tués par des obus, dans des exécutions, qui ont été kidnappés et ensuite abattus ou qui ont disparu. Leurs familles les attendent toujours. Il y a eu donc d'immenses sacrifices face à ces terroristes. Voilà pourquoi vous pouvez constater cette stabilité et ces travaux de reconstruction. Parmi les pays qui vous ont soutenu se trouvent bien sûr l'Iran et la Russie. Avant que je n'aborde comment les Britanniques et les Américains ont de facto soutenu Daesh et Al-Qaïda dans votre pays, que diriez-vous aux familles de soldats russes qui ont pris des risques, qui ont sacrifié leur vie pour un dictateur du Moyen-Orient? Que leur diriez-vous quant aux raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a envoyé des soldats aider votre gouvernement? Vous venez de mentionner quelque chose de très important. Même en Syrie, personne ne mourrait pour quelqu'un d'autre. Les gens peuvent mourir en masse pour une cause. Et cette cause peut être la défense de leur pays, la défense de leur existence, de leur futur. Mais que quelqu'un d'un autre pays vienne mourir pour une personne, que ce soit un dictateur ou peu importe comment vous l'appelez, ce n'est pas réaliste. C'est illogique que quelqu'un vienne parce que le président Poutine l'a envoyé mourir pour quelqu'un d'autre. Ou même que le président Poutine risque tous les intérêts de son pays pour une personne. Cela va à l'encontre de toute logique. En fait, la Russie, selon ses responsables, j'entends par là le président Poutine, Sergueï Lavrov et les autres, défendent les intérêts de leur pays de différentes manières. D'abord, en combattant le terrorisme dans un autre pays. Que ce soit la Syrie ou un autre pays de la région, ils défendent le peuple russe. Parce que le terrorisme et son idéologie ne connaissent pas de frontières. Ils ne connaissent aucune frontière politique. C'est une seule et unique arène. Le monde est l'arène du terrorisme. Ensuite, ils acceptent et ils mettent en application le droit international. De leur point de vue, ce droit international, s'il est mis en application, c'est en accord avec leurs intérêts nationaux. Mettre en application le droit international dans le monde aidera les intérêts du peuple russe.
Donc, tout ce qu'ils ont fait va dans le sens de leurs intérêts nationaux, de la stabilité internationale, dans celui des intérêts nationaux syriens et de la stabilité de la Syrie. Vous savez que dans les médias des pays de l'OTAN, ce pays, votre gouvernement, vous-même personnellement, êtes synonyme d'attaque chimique. Revenons au 21 août 2013, dans la Ghouta. Votre gouvernement a-t-il usé d'armes chimiques dans la Ghouta le 21 août 2013 ? Ce que cette date a d'amusant est qu'il s'agit là de la date d'arrivée à Damas, qui n'est qu'à quelques kilomètres de cet endroit de la première délégation, la délégation internationale, qui est venue enquêter en Syrie. Logiquement, si l'armée syrienne avait des armes chimiques et la volonté de s'en servir, elle ne les aurait pas utilisées ce jour-là. C'est le premier point. Ensuite, ils ont parlé de 200 civils tués. Si vous utilisez des armes chimiques, vous pouvez tuer des dizaines de milliers de personnes dans un tel endroit, là où les gens vivent proches les uns des autres. C'est une zone densément peuplée. Troisièmement, cet incident n'a existé que dans la tête des responsables officiels occidentaux. C'est un récit qui devait être un prétexte pour attaquer la Syrie. Voilà ce que je veux dire. Ils n'ont fourni aucune preuve tangible pour prouver qu'il y avait eu une telle attaque, et de nombreux rapports ont réfuté ces allégations. Il ne s'agissait que d'allégations. L'armée syrienne n'a jamais utilisé d'armes chimiques, et ensuite, nous avons donné tout notre arsenal au comité international. Bien sûr, vous avez ensuite invité l'OIAC à retirer ses armes chimiques. En fait, ces allégations au sujet de l'armée syrienne, vous avez accepté les membres de l'OIAC en 2014. En fait, nous les avons invités à venir et nous leur avons dit « Vous devriez venir et enquêter », car on était sûr à 100% qu'il s'agissait uniquement d'allégations. Mais la délégation n'est pas toujours impartiale. Elle est la plupart du temps partiale. L'actuel chef de l'OIAC, Fernando Arias, a peut-être ses propres problèmes avec les lanceurs d'alerte. Il ne fait aucun doute qu'Ahmet Uzumcu, qui était directeur général de l'OIAC, qui s'est occupé de la destruction des stocks ici, il dit qu'il y avait des lacunes, des incertitudes, des trous dans la destruction gérée par l'OIAC des stocks d'armes chimiques dans ce pays. Oui. Des trous dans notre rapport? Pourquoi ne les montrent-ils pas? Depuis 2013, nous faisons face à ces allégations. Ils n'ont jamais rien pu prouver en 6 ans. À chaque fois, ils disent que la Syrie a usé d'armes chimiques. Est-il possible d'être sous, disons, la supervision de tout le monde occidental et de continuer à en utiliser encore et encore? C'est pas rationnel. Nous n'avons pas besoin de telles histoires. Nous devons aller de l'avant. Et à chaque fois qu'ils ont parlé d'utilisation d'armes chimiques, c'était alors que nous avancions, pas quand nous perdions du terrain. D'un point de vue militaire, vous utiliseriez ces armes si vous vouliez vous en servir. Et je ne parle pas de l'armée syrienne, car elle n'en a désormais plus. Logiquement, ce serait quand vous perdez du terrain, pas quand vous en gagnez. Donc vous réfutez leur utilisation à Djobar, Cher Maksoud, Sarakib et dans la région d'Alep. Vous réfutez probablement Khan Sheikhoun le 4 avril 2017. Dans tous ces cas, vous niez le recours par l'armée syrienne aux armes chimiques. Chacune de ces histoires n'a été qu'allégation. Celui qui affirme qu'il y a eu utilisation d'armes chimiques, c'est celui qui doit prouver cette histoire. C'est celui qui devrait offrir des preuves de cette utilisation. L'OIAC a bien mené l'Angleterre, les États-Unis et la France à y croire. Ils ont bombardé votre pays en se basant sur ce rapport. Croire, c'est une chose. Apporter des preuves, c'en est une autre. Nous sommes en train de parler de preuves. Quelles sont les preuves qui valident leur histoire? Rien. Ils n'ont rien. Y a-t-il quelque vérité dans les rumeurs, de toute évidence de votre camp, disant que les preuves vidéo ont été manipulées et que les rebelles ont usé d'armes chimiques en collusion avec le gouvernement saoudien, qu'il y a bien eu utilisation d'armes chimiques, mais par les rebelles?
Oui, c'est sur YouTube, vous pouvez la regarder. C'est une mise en scène de A à Z, où quelqu'un joue le rôle de la victime dans différents incidents, pas seulement lors de l'utilisation d'armes chimiques, mais aussi lors de bombardements. Ils mettent en scène, présentent quelqu'un comme une victime, et à la fin de la vidéo, on le voit dans son état normal, il est debout, il bouge normalement. Vous pouvez la voir sur YouTube. C'est très clair, on peut vous apporter cette preuve. Mais il n'y a pas d'autres preuves. Les casques blancs soutenus par le Foreign Office britannique et qui ont récemment reçu des financements supplémentaires de l'administration Trump affirment que ces vidéos sont tout à fait authentiques et que ceux qui les ont tournées ont sauvé 150 000 vies dans votre pays depuis 2018. Encore une fois, c'est très simple de constater que ces visages d'anges, les casques blancs, sont des visages qu'on a pu voir ailleurs. Ce casque blanc était un combattant d'Al-Qaïda. Vous pouvez le voir. Les images sont claires. Celui-là même qui a été vu en train de couper des têtes alors qu'un autre a mangé le cœur d'un soldat. Cela se trouve rapidement sur Internet. Personne dans cette région n'a cru à la mise en scène, à cette mise en scène de relations publiques, des casques blancs. Ils ne sont qu'une branche d'Al-Nosra. La chaîne publique anglaise BBC et Amnesty International affirment que votre gouvernement a tué 11 000 personnes en ayant recours à des bombes barils depuis 2012, ce qui serait une violation de la résolution 2139 du Conseil de sécurité de l'ONU, et Human Rights Watch fait état d'images satellites. De votre côté, vous parlez de vidéos YouTube, affirmant qu'elles sont fausses. Or, il s'agit là des plus gros médias et ONG de pays de l'OTAN. Il n'y a pas de bonne guerre. C'est une évidence. Il y a toujours des victimes dans une guerre, mais parler d'une armée ou d'un État qui tuerait ses civils, son propre peuple, c'est tout simplement irréaliste pour une bonne raison. Dans cette guerre en Syrie, il s'agissait de conquérir les cœurs des gens, et vous ne pouvez conquérir le cœur des gens en les bombardant. L'armée syrienne s'est battue contre les terroristes. Il est possible qu'il y ait eu des dommages collatéraux qui ont affecté les civils, et il doit en tout cas y avoir une enquête. Mais comment le peuple syrien pourrait-il soutenir son État, son président, si son armée le massacrait? Était-ce la seule manière de reprendre l'est d'Alep? Est-ce que vos commandants ou vous-même avez autorisé les bombardements aériens, considérés comme la seule manière de se débarrasser d'Al-Qaïda et de Daesh, qu'on pourrait considérer comme soutenus par l'Angleterre et les États-Unis? Tout à fait, et nous avons réussi. Nous avons récupéré certaines zones sans combattre. Nous avons négocié avec ces groupes et ils ont quitté les lieux et nous sommes entrés ensuite. Mais vous avez vu les images, et ces images sont certainement authentiques, de la destruction de l'est d'Alep. Était-ce là la seule manière de battre Al-Qaïda et les groupes liés à Daesh? Ces groupes dans l'est d'Alep bombardaient les civils tous les jours et ils ont tué des centaines de milliers de personnes à Alep. La mission de l'armée et de l'État est de protéger les civils contre ces terroristes. Comment peut-on faire ça sans attaquer les terroristes? Pour votre défense, ce n'est pas ce que montrent les médias des nations de l'OTAN. Et qu'en est-il de l'usage des frappes doubles par les armées syriennes et russes quand vous avez bombardé une partie de l'est d'Alep, puis des secours arrivent et vous bombardez à nouveau? Il y a beaucoup de récits trompeurs en Occident pour montrer que l'armée syrienne tue sciemment des civils sans raison et pour montrer ce qu'ils appellent les casques blancs, ou tout hôpital utilisé comme QG par les terroristes, dire que l'armée syrienne s'en prend seulement aux infrastructures humanitaires afin que la population souffre. En fait, c'est l'inverse qui a eu lieu. Les civils ont fui et ils sont venus du côté du gouvernement, partout, pas seulement dans l'est d'Alep. Ces gens, si vous allez dans l'est d'Alep, vivent toujours dans des zones supervisées par le gouvernement.
Pourquoi ne les avons-nous pas tués? Pourquoi n'ont-ils pas fui en Turquie? Cela contredit le récit occidental. Mais comme je le disais, Raed Saleh, le chef des casques blancs soutenu par l'Angleterre, a parlé dans mon émission et a dit qu'il n'était qu'une organisation humanitaire, qu'ils n'étaient pas des terroristes malgré ce que vous et le gouvernement russe pouvaient dire. Mais vous avez des photographies, des vidéos, des preuves. Donc ce ne sont pas des allégations de notre part. Comment avons-nous su? À partir de leurs images. Nous pouvons vous présenter toutes les preuves. Nous avons ces preuves. Si l'on revient aux premières manifestations, à Daraa, à Damas, dans un fameux programme de la BBC, était interviewé entre autres Walid Jumblat, des Druzes de Beyrouth, qui disait que vous aviez autorisé l'exécution d'Hamza al-Khatib, qui avait 13 ans. Est-ce vrai? Ils ont ensuite interviewé différentes personnes qui affirmaient que vos erreurs avaient mené à cette situation. Ce n'était pas le soutien américain et britannique à Al-Qaïda et Daesh dans votre pays? Au tout début, pendant les manifestations, les premiers jours, nous avons perdu 5 policiers tués par balle. Comment peut-on parler de manifestations pacifiques quand des policiers sont tués par... Mais comment avez-vous pu autoriser l'exécution d'un enfant de 13 ans? Je reprends depuis le début. Donc, depuis le départ, l'expression manifestation pacifique n'est pas correcte. Des gens tiraient et on ne pouvait pas dire qui tirait sur la police et qui tirait sur les civils. Car dans la plupart des incidents à ce moment, la police n'avait pas d'armes à feu. Sauf que cet enfant a été torturé. Non, ça c'est pas vrai. Il n'a pas. Des brûlures de jamais... cigarettes sur son corps. Non, il a été tué, il y a eu des allégations de torture. Il n'a pas été torturé. Il a été tué, il a été transporté à l'hôpital et j'ai rencontré ses parents. Ils savent ce qui s'est passé. C'est la version de l'Occident, des médias occidentaux. Ce n'est pas notre version en Syrie. C'est pourquoi je suis surpris par ces histoires, totalement déconnectées de notre réalité. Il s'agit de quelqu'un qui a été tué. Comment a-t-il été tué? Qui lui a tiré dessus? Personne ne le sait. C'était le chaos. Quand vous avez des manifestations aussi chaotiques, n'importe qui pouvait s'y infiltrer et commencer à tirer dans différentes directions et tuer des policiers pour qu'ils répliquent. Avez-vous entendu parler d'Anwar Razlan et Yad al-Gharib qui ont été arrêtés en Allemagne? Les Allemands parlent d'une section 251 qui serait une de vos unités de torture pour torturer les manifestants. Nous n'avons pas d'unité de torture. Nous ne pratiquons pas la torture en Syrie. Pourquoi avoir recours à la torture? C'est la question. Pourquoi? C'est une situation psychologique? Vous voulez torturer des gens par sadisme? Pourquoi torturer? Vous avez besoin d'informations? Nous avons toutes les informations. La majorité du peuple syrien soutenait le gouvernement. C'est pourquoi nous sommes toujours là, après 9 ans d'agression, par l'Occident et les nations arabes du pétrodollar. Voilà pourquoi. C'est la seule raison. Donc pourquoi torturer le peuple? C'est la question. Ce n'est pas une politique. On peut parler d'incidents individuels. Ça pourrait être qu'un incident isolé, perpétré par quelqu'un qui souhaite se venger ou pour une autre raison. Ça pourrait avoir lieu n'importe où dans le monde. Mais ce n'est pas notre politique. Nous n'avons jamais considéré que la torture pouvait améliorer la situation de l'État. C'est aussi simple que ça. Donc nous n'y avons pas recours. Qu'avez-vous pensé quand le gouvernement britannique a envoyé la Royal Navy intercepter un vaisseau iranien? Le gouvernement iranien a dit qu'il s'agissait de pétrole pour la Syrie. Les sanctions de l'Union européenne vont-elles frapper les Syriens les plus démunis cet hiver? Exactement. D'abord, il s'agit là de piraterie. C'est un acte de piraterie de la part du régime du Royaume-Uni. C'est vraiment là la signification du mot régime. Parce que régime, piraterie, gang, ce sont des choses similaires. Ensuite, oui, ils veulent toucher le peuple syrien. Pourquoi? Parce que ces gens devraient se lever contre le gouvernement à différents stades de la guerre, mais ils ne l'ont pas fait.
Ils devaient soutenir les terroristes, les rebelles modérés, ces anges de casque blanc, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés du côté du gouvernement. Ils doivent donc souffrir, ils doivent en payer le prix. D'abord, ils doivent tirer la leçon qu'ils auraient dû respecter l'agenda. Ensuite, c'est peut-être la dernière tentative de les pousser à se positionner contre le gouvernement. Mais ils ont essayé, l'hiver dernier, ils ont essayé avant, et ça n'a pas fonctionné, parce que le peuple savait de quoi il retournait et où se trouvent ses intérêts. Si pour les gens des pays du Sud, pour vous et vos ministres, il peut être naturel d'accuser les gouvernements membres de l'OTAN de soutenir Al-Qaïda ou Daesh, les téléspectateurs qui regardent cette interview dans ces mêmes pays de l'OTAN peuvent considérer cela comme tout à fait ridicule. Pourquoi, disons, le gouvernement britannique ou l'administration Obama, car je suppose que Donald Trump a dû soudain réaliser ce qu'il s'était passé, voudrait soutenir Al-Qaïda et Daesh? Pourquoi? Ça a commencé avec des responsables américains, comme John Kerry ou Hillary Clinton, et d'autres qui ont parlé eux-mêmes, et avant tout le monde, de leur rôle de soutien à Al-Qaïda en Afghanistan pour lutter contre l'Union soviétique. Ils l'ont dit, c'est leur modus operandi. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Ils ont bien vu ce qui s'est passé le 11 septembre. Pourquoi refaire la même erreur? Parce que la politique américaine repose, de manière générale, sur des tentatives et des erreurs. Ils ont envahi l'Afghanistan, ils n'en ont rien tiré. Ils ont envahi l'Irak, ils n'en ont rien tiré. Ils ont commencé à envahir d'autres pays de diverses manières. Ils changent de manière. Le problème avec les États-Unis aujourd'hui, c'est qu'ils mènent une guerre de survie de leur point de vue, car ils sont en train de perdre leur hégémonie. Ils voulaient donc se battre contre les Russes, les Iraniens, les Syriens, quiconque qui dirait non, même leurs alliés. Si ces derniers disent non, prenons des gouvernements occidentaux. Ils se battront contre eux. Ils ont besoin d'outils. Ils ont remarqué qu'envoyer leur armée en Irak n'avait pas été couronné de succès. Ils ont beaucoup perdu et ils en ont payé le prix aux États-Unis eux-mêmes. C'est donc beaucoup plus simple d'avoir recours à un proxy. Donc Al-Qaïda est un proxy contre le gouvernement syrien, contre le gouvernement russe, contre le gouvernement iranien. C'est pourquoi ils ont agi ainsi, mais il y a des preuves. Comment Daesh a-t-il soudainement émergé en 2014? Daesh est sorti de nulle part, de rien. En Irak et en Syrie, au même moment, avec de l'armement américain, tout est clair. Comment aurait-il pu envoyer des millions de barils de pétrole en Turquie alors que l'aviation américaine supervise tout? Parce que les Américains voulaient les utiliser contre l'armée syrienne. C'est pas nous qui le disons, ce sont les Américains qui l'ont dit, et les faits le confirment. Mais alors que tout cela avait lieu, vous étiez en discussion avec des organes internationaux et différents interlocuteurs. Que pensez-vous de ce qu'a dit ces derniers jours l'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura, m'étant battu contre ce qu'il se passait à Alep, Idlib et Daravia, je ne pouvais pas être celui qui serrerait la main d'Assad et dirait « Ma'alesh ». Ce sont ceux avec qui vous parlez et qui sont des observateurs neutres. A posteriori, ces gens étaient-ils neutres? Il ne peut adopter une position de neutralité car les États-Unis n'acceptent que les marionnettes. Ils se comportent ainsi. Mais lui avez-vous serré la main? Il a demandé à me rencontrer et j'ai refusé. Il voulait donc me serrer la main. Il était partial et donc il a échoué. C'est pourquoi il a échoué. Il ne faisait qu'appliquer l'agenda américain, peut-être de manière un peu plus fine, mais cela n'a pas marché parce qu'il était partial. Et qu'en est-il du processus de Genève? Certains rapports disent que la délégation syrienne était soutenue par votre gouvernement, mais ne le représentait pas. Qu'en est-il exactement de ce processus? Est-ce un processus post-conflit? Je ne suis même pas sûr qu'on le qualifie ainsi. C'est une manœuvre américaine. Il s'agit de gagner de manière politique ce qu'ils n'ont pas pu gagner via les manifestations, d'abord, et via les terroristes ensuite.
Il faut donc essayer via un processus politique. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, cela n'a pas marché. C'est la raison pour laquelle Genève a échoué. Parce qu'il s'agissait de renverser le gouvernement avec, disons, un organe intérimaire, peu importe lequel. Ensuite, il s'agissait de changer pacifiquement le gouvernement et de contrôler la Syrie, comme ils l'ont fait dans différents pays. Voilà pourquoi Genève a échoué et pourquoi nous sommes allés auprès des Russes à Sotchi. Et c'est pourquoi le processus de Sotchi fonctionne. Nous y avons une délégation le mois dernier et ils ont commencé la semaine dernière à négocier sur la Constitution. Donc quand Trump annonce... Excusez-moi, vous parlez du processus actuel ou du précédent? Si on parle du processus actuel de Genève, ce n'est qu'un endroit, c'est de la géographie. Le processus politique a commencé à Sotchi, uniquement à Sotchi. Peu importe où on s'entretient, là où ont commencé les négociations, c'est Sotchi. Mais bien sûr, pour les médias institutionnels occidentaux, les médias des pays de l'OTAN, il s'agit de Genève et non de Sotchi. Et croyez-vous cette curieuse histoire que les Russes racontent, selon laquelle les États-Unis volent 30 millions de dollars en pétrole chaque mois dans le nord de la Syrie? Est-ce un truc de négociateur de Trump dans les négociations de Genève? Pourquoi un exportateur net de pétrole comme les États-Unis s'intéresserait à 30 millions de dollars mensuels en pétrole? Non. À partir du moment où Daesh a commencé à voler et à faire du trafic de pétrole syrien en 2014, ils avaient deux partenaires, Erdogan et son clan, et les Américains, que ce soit la CIA ou d'autres. Donc ce que Trump a fait, c'est tout simplement dire la vérité. C'est pas nouveau. Même quand certains Kurdes ont commencé à voler le pétrole syrien, les Américains étaient leurs partenaires. Tout ça, ce n'est qu'une question d'argent, de pétrole. C'est ce que Trump a dit récemment. Mais il n'y a rien de nouveau ici, ça n'a rien à voir avec les négociations. Pourquoi n'êtes-vous pas plus en colère? Ce qui serait justifié, car il s'agirait là d'une violation de la Convention de Genève, ce pillage des ressources d'autres pays. Bien sûr que nous sommes en colère. Tout Syrien est en colère. C'est du pillage. Il n'y a actuellement aucun ordre international, aucun droit international. Ce n'est pas nouveau, pour être honnête, et ça ne concerne pas seulement la période de la guerre. Les Américains essaient toujours de piller les autres pays de diverses manières, que ce soit leur pétrole, leur argent, leurs ressources financières. Ils pillent leurs droits politiques, tous leurs droits. C'est leur rôle historique, au moins depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il n'y a là rien de nouveau. Ce n'est ni étrange, ni déconnecté de leur précédente politique, mais cela prend de temps à autre une forme différente. Piller le pétrole, c'est la manière la plus crue des États-Unis de spolier les droits des autres peuples. Est-ce que le pipeline qui devait approvisionner l'Europe en pétrole et briser l'accès de la Russie à l'Union européenne a occupé une grosse part dans cette guerre? C'est très réaliste. Mais certains disent qu'on a demandé au président d'ouvrir la Syrie pour un pipeline, du sud vers le nord, et qu'il aurait dit non pour les Russes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai, et il devait y avoir un pipeline est-ouest venant d'Iran, à travers l'Irak, la Syrie et la Méditerranée. Celui-là pourrait être une raison. Quant à savoir si la guerre est due au pétrole, c'est sans doute le cas, oui. Mais ce n'est pas le seul facteur. N'oubliez pas que les États-Unis sont en guerre avec le reste du monde. Ici, on parle de choc tectonique et de séisme, car l'ordre mondial, tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, est terminé, en particulier après la fin de l'Union soviétique. Le monde n'est plus unipolaire. Il y a donc des puissances émergentes, comme la Russie, la Chine, l'Inde et encore d'autres pays. Les États-Unis n'acceptent aucun partenaire pour diriger le monde, même pas l'Angleterre, la France ou d'autres grandes puissances. C'est pourquoi ils se battent maintenant. La guerre en Syrie est une sorte de troisième guerre mondiale
réduite à un microcosme et à travers des proxys. Il y a différents facteurs. Le pétrole est une des raisons de cette guerre, mais pas la principale. Je ne crois pas que ce soit juste à cause du pétrole. Bien sûr, certains disent que la Syrie, et votre père et vous-même, a traditionnellement soutenu les Palestiniens et les résolutions de l'ONU concernant les Palestiniens. Considérez-vous qu'Israël, que beaucoup considèrent comme une puissance nucléaire, influence les décisions à la Commission européenne, au département d'État, au Pentagone? Tout à fait. Israël est notre ennemi. Ils occupent notre territoire et il est évident qu'ils prennent part à tout ce qui peut arriver à la Syrie, sur tous les plans. Et ce, directement en usant de leurs relations avec les terroristes. Netanyahou a rendu visite aux terroristes qui étaient soignés dans leurs hôpitaux. Pensez-vous que ces photographies soient authentiques? Que le gouvernement israélien a directement soutenu des groupes liés à Al-Qaïda et Daesh tentant de détruire votre gouvernement? Les Israéliens ont publié ces photographies officiellement, comme des informations. Ce ne sont pas des allégations de notre part. Ensuite, à chaque fois que l'armée syrienne a avancé contre Al-Nosra, dans le sud du pays, Israël a bombardé nos troupes. Et à chaque fois que nous avancions quelque part en Syrie, leurs avions procédaient à des frappes aériennes sur notre armée. Voilà ce qui se passe. Le lien est très clair. Il y a une corrélation entre les opérations israéliennes et les opérations terroristes. D'abord via les terroristes directement, deuxièmement à travers les Américains et enfin à travers les Européens. Ils ont un agenda et des intérêts, et ce même avant la guerre, pas seulement pendant. Il est donc tout à fait normal et attendu que les Israéliens aient leur part dans cette guerre. Bien sûr, alors que la Grande-Bretagne, les États-Unis et les puissances européennes ont peut-être cessé d'essayer d'effectuer des frappes aériennes sur votre pays pour détruire votre gouvernement. La grande nouvelle dans les médias des pays de l'OTAN a été l'assassinat d'al-Baghdadi par le 75e régiment de Rangers dans la province d'Idlib. Ce que vous voulez dire, d'après vos propos, c'est qu'al-Baghdadi a principalement été formé par les États-Unis sous la torture dans la prison d'Abu Ghraib en Irak? Il a été dans leur prison, sous leur surveillance, et ce sont les Américains qui ont libéré al-Baghdadi, de sorte qu'ils ne l'ont pas libéré sans lui confier un rôle. Et soudain, al-Baghdadi est devenu le calife des musulmans dans le monde, comme il s'était lui-même proclamé tel. Il a été formé par les Américains à jouer ce rôle, et nous ne croyons pas à cette histoire récente selon laquelle il a été tué. Il a peut-être été tué, mais il ne s'agit pas de ce qu'ils ont dit. Toute cette histoire avait pour objectif, pour les Américains, d'être blanchis, d'avoir été aux côtés des terroristes durant les dernières années. Pas seulement les dernières années, mais même depuis plusieurs décennies. C'est comme dans les films de science-fiction, quand ils effacent votre mémoire. Ils voulaient effacer, chez leur opinion publique, la mémoire de leur lien direct avec ces terroristes, en particulier Al-Qaïda, Daesh et Al-Nosra. With those terrorists, especially Al-Qaeda, ISIS and Al-Nusra. Quand Saddam Hussein a été capturé, ils l'ont montré. Quand il a été exécuté, ils ont montré le déroulement de l'exécution. Quand ses enfants ont été tués, ils ont montré leur corps. Idem avec Kadhafi. Pourquoi ne nous ont-ils pas montré le corps de Ben Laden ? Pourquoi ne nous ont-ils pas montré le corps d'al-Baghdadi? C'est une histoire inventée pour prétendre qu'ils sont contre les terroristes. Toute cette opération est très sophistiquée. Il a peut-être été tué ou mort en tant qu'homme. Ils avaient besoin de quelqu'un d'autre. Et peut-être voulaient-ils changer le nom complet de Daesh en un autre nom pour faire de Daesh une organisation modérée qui serait à nouveau utilisée contre le gouvernement syrien. Encore une fois, je vais vous dire comment les médias vont réagir à cela. Mais l'administration Trump
a bien sûr remercié votre gouvernement pour sa participation à l'assassinat Nous d'al-Baghdadi. n'avons rien à voir avec aucune opération que ce Vous n'êtes soit. pas en contact avec Donald Trump? Pas du tout. Il n'y a aucune relation entre les institutions de Syrie et des États-Unis. Pas de relation non plus avec les représentants de l'Union européenne aux négociations de Genève? Non, pas du tout. Nous n'avons pas de relation avec la plupart des pays occidentaux qui jouent un rôle direct contre la Syrie. Je sais que vous êtes en opposition avec la Turquie, pays membre de l'OTAN. Mais M. Erdogan et vous-même, peut-être aussi, devez être conscients que la politique occidentale envisage un retour des soldats de Daesh dans l'Union européenne. Que pensez-vous de la réaction des gouvernements de l'Union européenne face à l'éventuel retour des combattants britanniques de Daesh en Union européenne? À quel point est-il dangereux d'être à Londres aujourd'hui, à Paris ou à Berlin? En fait, la relation entre Erdogan et l'Union européenne est double. Ils le détestent, mais ils ont besoin de lui. Ils le détestent, ils savent que c'est un islamiste fanatique. Ils le savent. Et ils savent qu'il va leur envoyer ses extrémistes, ou peut-être des terroristes. Il a accueilli en nombre des réfugiés de votre pays. Beaucoup d'entre eux viennent de Syrie, et certains d'entre eux viennent d'autres régions du monde. Pas seulement de Syrie, en fait. Mais la majorité sont des Syriens. Tous ne sont pas des extrémistes. La majorité d'entre eux ne sont pas des terroristes. En fait, la plupart des Syriens qui sont partis en Turquie l'ont fait à cause du terrorisme en Syrie, à cause des bombardements commis par les terroristes, etc. Donc ils ne veulent pas de lui, mais en même temps ils le craignent. D'un autre côté, disons qu'envoyer ces Syriens et d'autres réfugiés est dangereux. La chose la plus dangereuse pour l'Europe, c'est de soutenir les terroristes en Syrie. C'est la chose la plus dangereuse. C'est donc de l'hypocrisie. Comment pouvez-vous craindre ces quelques millions? La majorité d'entre eux sont modérés. Et il y a peu de terroristes parmi eux. Alors que vous soutenez ces terroristes directement, par dizaines de milliers, au moins, voire par centaines de milliers en Syrie, et vous ne craignez pas qu'ils rentrent dans votre pays? Alors le gouvernement britannique prive de citoyenneté d'anciens combattants britanniques supposés de Daesh. D'accord, mais à l'heure actuelle, les combats à Idlib, les avions de guerre russes en opération là-bas, quand peut-on envisager une réintégration d'Idlib? Y aura-t-il une amnistie pour ces gens qui ont tenté de renverser votre gouvernement? Du point de vue militaire, cela ne prendra pas beaucoup de temps de commencer à libérer Idlib. Mais ce que nous faisons, notre plan, c'est de donner une chance aux civils de partir. Et c'est ce qui se passe. Mais en réalité, ils ne sont pas partis librement vers le gouvernement, ils sont passés en secret. Ils sont, venus en fuyant, quelques familles par semaine, disons, parce qu'ils pourraient être tués s'ils voulaient partir. Par le sud ou par l'ouest en direction de l'Europe? Par le sud, vers le gouvernement. En fait, c'est par le sud ou par l'est. C'est très important pour nous de donner une chance à ces civils de partir pour leur éviter d'être atteints. Mais il y a des frappes aériennes, appuyées par la Russie et votre armée. Ces derniers jours encore, il y a eu des informations concernant la mort de civils. Quand la ville d'Idlib va-t-elle être réintégrée? Ces frappes aériennes visent les installations des terroristes, tout simplement. Et les organisations humanitaires? Exactement. Dans le discours occidental, dans les médias occidentaux, dans le récit des 9 années de guerre, chaque frappe aérienne syrienne, ou disons russe, devait être dirigée contre les civils et les installations humanitaires. Malheureusement, selon eux, nos balles, nos missiles et nos bombes, ils ne peuvent tuer que des civils. Ils ne tuent pas les rebelles. C'est toujours présenté comme ça. Donc non, encore une fois, ça fait partie du discours occidental. Et je pense que le simple fait de discuter de ce discours n'est qu'une perte de temps. Encore une fois, cela va à l'encontre de nos intérêts. Notre intérêt est de tuer les terroristes afin de protéger les civils et non de laisser ces civils, des innocents, sous la mainmise des terroristes et d'être tués par eux. D'accord, mais quelle est la nature de votre accord avec les forces démocratiques syriennes? Il y a tellement de noms différents d'organisations dans votre pays.
elles sont nombreuses, comme les bons casques blancs dans les médias des pays de l'OTAN. Y a-t-il un partage du pouvoir? Qui sont les forces démocratiques syriennes? Les FDS? Non. Il s'agit de reprendre le contrôle total du territoire, partout où l'armée syrienne se déplace et installe avec elle les services du gouvernement. Elle a donc la pleine souveraineté sur ces territoires, mais cet accord prévoit que les FDS se retirent à 30 km en direction du sud, afin de priver les Turcs d'un prétexte pour envahir la Syrie. Disons que nous sommes dans une période de transition, parce que désormais ils pourront conserver leurs armes, mais nous les avons invités à rejoindre l'armée syrienne. Certains d'entre eux ont dit non ces derniers jours, et certains autres ont dit oui, nous sommes prêts à rejoindre l'armée. Donc nous ne savons pas encore ce qui va se passer, mais nous les avons invités à rejoindre l'armée pour avoir une situation normale, comme avant la guerre, quand la loi prévalait et que l'État prévalait, personne d'autre. Quant aux forces kurdes, elles sont épuisées après tant d'années. Je veux dire, votre point de vue, c'est qu'elles ont reçu de l'argent des États-Unis et de la CIA. Maintenant, vous les accueillez de nouveau. Tout d'abord, les FDS, ce ne sont pas seulement des Kurdes, c'est un mélange de Kurdes et d'Arabes et autres. Deuxièmement, quand nous parlons des FDS, les Kurdes qui figurent parmi eux représentent une partie des Kurdes. La majorité des Kurdes entretenaient de bonnes relations avec le gouvernement, et la majorité des Kurdes soutient le gouvernement. Mais cette partie qu'on appelle les IPG est celle qui a été soutenue publiquement par les Américains, leur armement, leur argent. Ils ont fait passer du pétrole en contrebande. Ce sont des agents américains, pour être franc. La plupart, je ne dirais pas tous, je ne les connais pas tous. Mais leur politique au cours des dernières années est d'inviter les Américains à rester, d'être en colère quand les Américains veulent partir et de dire « nous ne voulons pas rejoindre l'armée syrienne ». N'êtes-vous pas en train de dire exactement la même chose qu'Erdogan à propos des FDS? À propos d'eux? En fait, Erdogan a son propre programme qui comporte deux volets. Son propre programme en tant que confrérie musulmane et le programme américain en tant que pantin. Il s'agit donc de deux partis, mais ils fonctionnent en tandem, ces deux agendas. En même temps, ces groupes IPG lui ont donné une excuse et un motif d'envahir la Syrie. Ça ne signifie pas que l'invasion est légale. C'est illégal dans tous les sens du terme. Mais ils lui ont donné le prétexte, parce qu'il l'avait annoncé pendant des années, qu'il voulait envahir la partie nord de la Syrie et qu'il voulait nettoyer cette zone des terroristes. Et il veut dire les IPG. Ils n'ont pas cessé de lui donner cette excuse. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on les blâmait. Mais Erdogan est un envahisseur. D'accord, mais ne voyez-vous pas comment l'OTAN ou certaines puissances de l'OTAN peuvent penser que la seule chose que nous ne voulons pas est la paix entre Ankara et Damas? Et vous participez à se diviser pour régner? Un système qui a été conçu dans les capitales occidentales, donc aucune probabilité de rencontrer M. Erdogan? Avec lui, le moment n'est pas encore venu de le rencontrer. Je ne pense pas que la personne qui occupe votre terrain soit la mieux placée pour vous rencontrer. Nous avons eu quelques rencontres. Vous négociez avec vos ennemis, pas vos amis. Oui, mais pas avec Erdogan. Pas moi avec lui, non. C'est sur le plan de la sécurité. C'est arrivé par l'entremise des Russes. C'était une réunion tripartite. Ça s'est produit 2 ou 3 fois. Et ça n'a mené à rien du tout. Nous ne sommes donc pas contre le principe de négocier avec les ennemis, surtout que nous ne considérons pas les Turcs comme des ennemis. Le peuple turc est notre voisin, nous avons une histoire en commun, et nous ne pouvons pas en faire un ennemi. L'ennemi, c'est Erdogan, sa politique et ses coteries. Donc être contre ces groupes terroristes en Turquie et en Syrie ne signifie pas que nous soyons d'accord sur un autre aspect, surtout après son invasion publique et officielle de la Syrie. On voit des pays qui ont pris des décisions politiques, comme la Syrie, et je mentionne les Palestiniens,
ainsi que le soutien historique apporté à ce qui est perçu comme des mouvements de libération dans les pays du Sud, au sens large. Ils ont tendance à ne pas se plier à l'économie néolibérale. La dernière fois que je suis venu ici, tous les ministres à Damas parlaient de privatisation. Ils parlaient d'élites de la société syrienne, éduquées dans des écoles de commerce comme Harvard à l'Ouest. N'est-ce pas le début du conflit syrien ? Quand vous avez commencé à mettre en œuvre des plans de privatisation néolibéraux qui détruisent le tissu de la société. En fait, il y a eu un débat sur la privatisation, mais en tant que gouvernement et en tant qu'État en général, nous l'avons refusé. Même les syndicats en Syrie ont en majorité refusé cette politique néolibérale, car nous savions que cela allait porter atteinte aux pauvres. Mais c'était avant. Tout le monde en parlait ici en 2009. Non, nous avons pris des mesures en vue de la libéralisation, mais nous avons toujours eu un secteur public. Jusqu'à présent, en fait, c'est le secteur public qui a protégé l'économie et les services en Syrie. Sans secteur public, nous n'aurions pas survécu à cette guerre. Le rôle du secteur public a été crucial, car nous sommes un gouvernement socialiste. Sur le papier. Non, en fait, nous avons toujours un secteur public et nous continuons à soutenir les pauvres. Nous avons toujours des subventions sur le pain, le carburant, les écoles. Tout est quasiment gratuit. L'enseignement est gratuit en Syrie. Nous n'avons donc pas changé de politique, mais nous avons ouvert davantage les portes au secteur privé. Vous ne pouvez donc pas parler de libéralisation. Vous ne pouvez pas appeler ça ainsi. Est-ce une coïncidence si le conflit a éclaté précisément à ce moment-là, juste après votre ouverture du marché? Non, ce n'en était Sans pas doute une. la corruption. Non. Il y a eu, disons, ce genre d'explication sur la racine du conflit. Ça n'a rien à voir avec ça, rien. Ils ont affirmé que c'était parce qu'il y avait eu 4 ans de sécheresse et que la population s'était appauvrie. Mais non. Le changement climatique? Non, non, ce n'est pas la raison. Ça n'a rien à voir. Ce sont des explications purement théoriques. En réalité, le problème a commencé lorsque l'argent du Qatar est arrivé en Syrie. Nous avons eu des contacts avec de nombreux ouvriers. Nous leur avons dit, pourquoi n'allez-vous pas dans votre atelier? Ils nous ont dit, parce qu'ils nous donnent pour 1 heure ce que nous gagnons en 1 semaine. C'était très simple, ils les payaient $50 au tout début, puis plus tard $100 par semaine, ce qui leur permettait de vivre sans travailler. C'était donc beaucoup plus facile pour eux de participer aux manifestations. Après ça, il a été beaucoup plus simple de les armer et de les faire combattre. Et avant cela, nous avions un très important... Je suis sûr que le gouvernement qatari nierait cela. Bien sûr, sans aucun doute. Je veux dire que cela a été présenté à l'époque de façon un peu étrange pour quiconque connaît le monde arabe à la suite du printemps arabe, de l'auto-immolation de Bouazizi en Tunisie. Est-ce que tout cela est lié à ce conflit, au printemps arabe, ou est-ce que... Bien sûr qu'il y a un lien. Il y a une interaction dans cette région, parce que vous savez qu'il y a une même culture, un même contexte, les mêmes circonstances en quelque sorte, mais pas complètement. Au début, certaines manifestations étaient pacifiques, pour être franc. Toutes les manifestations n'étaient pas infiltrées par des rebelles, non, c'est pas vrai. Dans certaines régions, oui, certaines personnes voulaient y aller pour améliorer leur situation. Des gens avaient leurs propres idées sur la façon d'améliorer, disons, le système politique. Ils voulaient plus de liberté, selon les différents slogans qui ont été prononcés ou utilisés lors de ces manifestations. C'est vrai. Donc ceci était lié à ce qui s'est passé dans d'autres pays et constituait une nouvelle tendance. Mais ce n'est pas pour ça que cela a continué. Ces personnes dont je parle ont cessé de participer aux manifestations dès que les tirs ont commencé et que les extrémistes ont commencé à s'infiltrer, en particulier les frères musulmans, qui ont commencé à diriger les manifestations en criant « Al-Akbar » et à utiliser des slogans religieux pour donner une apparence religieuse et parfois confessionnelle aux manifestations. Quelque chose de similaire pourrait-il se produire au Liban? Le Liban est un pays confessionnel, nous le savons tous, parce qu'ils ont une constitution confessionnelle. En Syrie, nous n'avons pas de constitution confessionnelle, donc ça n'a pas fonctionné. Mais je parlais d'influence extérieure. Bien sûr, personne ne laissera une manifestation spontanée rester spontanée, mais que va-t-il se passer ensuite? Tout dépend du niveau de prise de conscience de la population.
J'ai une question sur la reconstruction. Certaines personnes disent que vous allez être trop dépendant de la Chine, de l'Iran. L'estimation est de 230 milliards de dollars. Je ne sais pas comment ils calculent cela. Vous attendez-vous maintenant à voir la diaspora revenir et à une reconstruction massive? Est-ce ce qui va se passer maintenant? Pas de sitôt, parce que vous savez qu'il existe un embargo sur la Syrie et que les Américains se sont efforcés, ces 2 dernières années, de ne permettre à personne, et pas seulement aux entreprises, d'investir en Syrie. Ils ont dit, vous êtes sous embargo dès maintenant. En fait, de nombreuses capitales redoutent de venir en Syrie à cause de cet embargo. Mais ce n'est pas le principal souci. En ce qui concerne les ressources humaines, nous en avons suffisamment pour reconstruire notre pays. Nous n'avons pas besoin de ressources supplémentaires. Nous pouvons nous reconstruire progressivement, donc je ne m'inquiète pas au sujet de cet embargo. Mais les pays amis comme la Chine, la Russie et l'Iran auront la priorité dans cette reconstruction. Pas les pays de l'Union européenne? Tous les pays qui se sont opposés à la Syrie n'auront aucune chance de participer à cette reconstruction. Pas d'accord commercial avec le Royaume-Uni? Certainement pas. Pensez-vous que le retour des terroristes, comme vous les appelez, et l'immigration de masse en Europe, survenue après la guerre de Libye et après la guerre de Syrie, ont eu une influence sur le Brexit? Bien sûr, l'extrême droite a tiré parti de tout ça. La chose la plus importante, ce n'est pas l'aspect politique. C'est l'évolution de la société, la mesure dans laquelle l'Europe est prête ou capable d'intégrer ces immigrés au sein de la société. Mais même avant cela, l'immigration de masse avait débouché au cours des 10 dernières années sur des problèmes d'intégration des immigrés dans les sociétés européennes. Maintenant, vous avez ce problème. Ils ont le terrorisme qui a touché la France et le Royaume-Uni, ainsi que d'autres pays. Ils ont été frappés car certains de ces migrants sont des extrémistes et des terroristes, ainsi que des personnes qui ne veulent pas s'intégrer. Ils veulent y aller simplement parce qu'ils veulent quitter cette région pour différentes raisons, sécurité, économie. Et il n'y aura pas de collaboration en matière de sécurité pour aider ces pays? Non, il n'y en aura pas, et nous n'y sommes pas prêts. Nous avons déjà dit très clairement que nous n'aiderions dans le domaine de la sécurité aucun pays œuvrant contre la Syrie, dans quelque domaine que ce soit, tant sur le plan de l'économie que de la sécurité ou dans leur politique. Le patron du MI6, Alex Younger, a déclaré que vous et Poutine font un désert et appelle cela la paix. La tragédie humaine est déchirante. Aucun responsable britannique n'est habilité à évoquer un dossier humanitaire où que ce soit dans le monde. Ils ont participé à l'invasion en Irak. Ils ont été impliqués dans la mort de plus d'1,5 million d'Irakiens. Ils ont collaboré afin d'attaquer la Syrie avec leurs missiles et participé à l'embargo contre la Syrie, tuant des centaines de milliers de Syriens. En fin de compte, ce sont des marionnettes des États-Unis. Pour être franc, ils ne sont pas indépendants. Ils ne sont donc pas en position de parler des problèmes humanitaires où que ce soit dans le monde, sans parler de leur histoire en Inde dans le passé. Oubliez l'époque coloniale, j'évoque leur rôle dans l'histoire moderne. Ils ne sont pas en position de s'exprimer. Pour finir, qu'en est-il des élections? Y aura-t-il des élections générales en 2021 en Syrie? Absolument. Et y aura-t-il plus d'une personne sur les bulletins de vote? La dernière fois, nous étions 3, et cette fois, bien sûr, nous aurons autant de candidats qu'on peut en nommer. Les candidats seront nombreux. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci.